Alors j'étais parti pour ne pas tourner de vidéo en fait pour ce début de semaine, j'étais même d'avis d'attendre que Suzuka soit passé pour ressortir un truc. Je rappelle que je suis en plein déménagement donc j'ai beaucoup de trucs à faire. D'ailleurs le mur de patch a disparu, changement. Mais Aston a décidé que me laisser un week-end tranquille c'était trop dur. J'ai quand même pris mon dimanche parce qu'il faut pas déconner. Mais on va essayer quand même de speedrun cette histoire. Il y a du contexte important pour le reste de la saison et peut-être même pour le marché des transferts pour l'année prochaine. Donc je m'en voudrais de laisser ça incomplet. Avant de commencer, vous pouvez soutenir la chaîne bien évidemment ici en likant, en commentant, en partageant cette vidéo, pourquoi pas à votre maman qui, si elle me trouve beau, peut m'appeler à ce numéro de téléphone. Si vous voulez soutenir de manière plus active financièrement, il y a Oli Énergie avec le code Clippy pour 10% de réduction pour vous, 10% de commission pour moi. C'est ce qui aide le plus, genre dramatiquement. D'autant que là, il y a des nouvelles saveurs qui viennent de sortir avec le Cola Koala. Et le nouveau Blue Raspberry Hydratation qui est un banger. Moi, je le prends le matin en allant à la salle et je prends mes compléments avec et tout. Un par jour. Je l'adore. Je l'adore celui-là, putain. Si vous voulez ni gourde ni poudre, il y a le Super Thanks, qui est genre un moyen de donner de l'argent en laissant un commentaire. Vous pouvez faire gratuitement aussi, hein, mais si vous voulez payer, c'est là, c'est disponible. Mais bien évidemment, on vous oblige à rien, hein. De toute façon, les temps sont durs, il vaut mieux faire attention à son argent, mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Achète de la poudre, bâtard. Bref, sans plus de salamalek commercial, bienvenue dans Garage Talks. Profitez de ce décor, il reste... à la sortie de cette vidéo, un mois avant qu'on bouge. Ouais, le Grand Prix de Miami en plein pendant mon déménagement, ouais. Bon, chez Aston, ça va pas. On est arrivé en retard au shakedown de pré-saison avec une voiture pas peinte tant le retard était important et ça a bouclé le moins de tours possible parce que le moteur, il fait peur. C'est pas juste en termes de fiable en fait. Aston Martin cette année est motorisé par Honda. En dépit du sbull que ça fout niveau marketing parce que dans leur vraie voiture de route, ils ont des moteurs Merco. En dépit du fait que justement leur partenaire moteur jusque-là depuis moult lunes maintenant, Mercedes avait l'air d'entrer dans cette génération avec le meilleur power unit. Aston est bien motorisé par Honda. Et la raison de ce switch, c'est une volonté d'être l'unique client. Ergo, de bénéficier d'une intégration châssis-moteur parfaite, sans la charge de taf monumentale que c'est, que de développer son propre putain de moteur. Ajoute à ça le fait que le campus Aston Martin est magnifique, incroyable, enfin sorti de terre et finalement prêt. Bon, somme toute aussi en retard pour cette saison, mais c'est prêt. Un budget qui fout en PLS le PIB de plusieurs petits pays, un double champion du monde dans un baquet et un Canadien dans l'autre qui, quand il se sort les doigts du cul, peut vraiment sortir une perf. Tout ça sous la houlette technique d'Adrian Newey, fraîchement débarqué de chez Red Bull après une période de gardening leave qu'il a passé à taffer sur les concepts qu'il va appliquer chez Aston. Gardening leave, pour ceux qui se demandent, c'est une espèce de congé forcé où tu ne travailles plus pour ton ancien employeur, donc là pour Adrian Red Bull, mais où tu n'as pas le droit pour l'instant de travailler avec ton nouvel employeur. Donc dans le cas présent ici, Aston, qui n'a pas empêché Newey de drafter des concepts en se basant sur le règlement technique, avant d'ensuite les présenter à Aston quand son congé était terminé. Bref, avec tout ça, on s'attendait à des étincelles. Ça pouvait être que deux choses, un missile sol-sol ou un tracteur. Et comme d'habitude, la vérité, elle est plus nuancée que ça et elle est entre les deux extrêmes. Un peu comme tout dans la vie, genre fromage, l'amour. La voiture, selon Newey, est le 4e, peut-être 5e meilleur châssis. Et j'ai envie de le croire quand il dit ça, parce que si tu mens dans ce contexte-là, autant dire, on a le meilleur châssis, genre, juste le moteur nous retient en arrière, quoi. Genre, y a pas de raison d'être humble, là, tu vois. Genre, là, tu viens de dire, notre châssis est peut-être derrière Red Bull. Ce qui la fout mal, parce que tu pars chez Red Bull, quand même. Le talon d'Achille qui fait qu'on finit pas les courses pour l'instant, même si on a plus de tours parcourus que chez McLaren. C'est le Power Unit. Un Power Unit qui est pas juste ultra complexe, parce que c'est ce que demande le règlement actuel, mais qui est encore plus complexe sur demande de Newey. Parce qu'il voulait un battery pack divisé en deux pour des raisons d'intégration châssis-moteur, et apparemment, c'est, dans mon slip j'ai dit à la base, mais c'est un des trucs qui engendre des gros problèmes de vibration dans ce moteur. Et les vibrations non contrôlées comme ça, c'est un peu de la merde, parce que non content de foutre le sbull dans l'électronique, non content de pas aider la boîte de vitesse, qui en plus est neuve et designée par Aston Martin pour la première fois, ce qui, les boîtes de vitesse maison, c'est toujours un peu la merde. Demandez à Enstone ce qu'ils en pensent. Bref, en plus de tout ça, créer des problèmes nerveux pour les pilotes, genre des lésions nerveuses, devrait se dire. Parce que oui, Alonso, il doit être sur les nerfs d'être encore dans un chariot alors qu'on lui avait promis monts et merveilles. Mais là, c'est des problèmes, genre des vraies lésions physiques. Fernando qui nous a d'ailleurs dit qu'il mâchait, ou plutôt qu'il gardait du chewing-gum entre ses dents pour les protéger des vibrations. Pour pas trop les... Comment tu dis ça en français? Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est aussi pour ça qu'Aston Martin, pour l'instant,
restreint de ouf la quantité de tours qu'il parcourt. Pas juste pour protéger le pilote, mais aussi parce qu'on a tout simplement pas assez de pièces, tant Aston Martin bouffe les pièces moteurs comme des tic-tac, quoi. Bon, comment Honda passe de champion du monde avec Red Bull, motoriser les champions, à pas être foutu de compléter 40 tours, c'est compliqué, mais au final c'est quelque chose d'assez simple et c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans une vidéo, mais c'est une vidéo que vous avez peut-être pas vue parce que c'est une vidéo Sim Racing. Bon, ça parlait de Formula One, donc c'est pas tant une divergence que ça. Honda, à l'instar de Codemaster, et je vais me transformer mon propre propos ici, c'est pas un mec tout seul. C'est une entité, c'est une boîte. Les gens qui ont fait gagner McLaren en 88, les gens qui ont donné une victoire à Pierre, les gens qui ont motorisé 4 titres pilotes chez Red Bull Racing, ils sont peut-être plus là en fait. Ils peuvent partir que nous, on n'est pas au courant de grand chose parce que la majorité d'entre nous, on regarde le sport de manière externe et même quand tu t'y intéresses beaucoup et que tu lis plein d'articles sur plein de sites différents, ta source crédible soit-elle britannique, italienne ou même française, c'est assez rare de tomber sur un article qui va te dire « Ah, il y a Jean-Luc, qu'on sait pas qui c'est de chez Honda, qui est parti chez AMG HPP. » Quand on voit un logo de motoriste apposé sur une voiture, on pense pas aux gens qui travaillent là-bas, on pense à l'héritage de cette marque-là. Tu penses Ferrari, tu penses Victoire et V12. Alors que pourtant, le moteur Ferrari Formule 1 le plus décoré, c'est un V10. Voilà. En fait, toute la famille V10, du Typo 46 au Typo 55, genre c'est ça qui a défini Ferrari moderne. Si tu dois en choisir qu'un, c'est le Typo 53 révision 54, mais c'est pinaille. Et là, pour Honda, de ce que j'en ai lu, ce qui sont les informations à prendre avec des pincettes, c'est une team de 30 pélos qui a pas autant d'expérience en Formule 1 que l'équipe complète qui a amené Red Bull, justement, à un titre en 2021, puis 22, puis 23, puis 24. Bon, même s'il y a eu toute cette histoire de « Ah, on revient, puis après on se barre, puis... » En fait, justement, c'est ça le problème. Honda a refait le coup de « Je pars, non, en fait, je reviens ». Sauf que là, à l'inverse de ce qui s'est passé les années précédentes, que ce soit quand ils sont partis et qu'ils ont laissé l'exploitation à Mugen ou quand ils sont partis pour de vrai avant de revenir en 2015, ils ont pas laissé le temps au staff de se reconstituer, ils ont tout fait dans la hâte. Alors c'est pas étonnant de se dire que oui, les artisans de la victoire, ils ont été débauchés parce qu'ils voulaient continuer à travailler en Formule 1, soit-il chez RBPT, soit-il chez AMG HPP ou chez Audi. Alors pas tous, soit, il reste du staff de l'époque, mais le staff il bouge, c'est normal. Et là, oui, Honda est en train d'expandre, ils sont en train d'embaucher un maximum de gens, mais c'est dur de revenir dans la course avec autant de retard, même si t'embauches du personnel qualitatif et expérimenté. D'autant que le développement des moteurs est gelé, qu'il faut attendre la putain d'Aduo de sa mère. Je viens de me demander si genre l'Aduo c'est un programme qui te permet d'upgrader ton moteur dépendant à quel point t'es loin derrière. Si tu veux réintroduire un nouveau moteur, je suppose qu'il faudrait attendre l'homologation l'année prochaine. C'est géré par la Duo, ça? Si quelqu'un... Je devrais... je sais ce que je vais faire après le tournage. D'autant qu'en plus, tu rajoutes par-dessus la couche de relation avec Aston Martin qui, même si ça se tend pas comme chez McLaren à l'époque, c'est en train de se tendre. D'ailleurs, c'est marrant parce que finalement, chez McLaren, ils avaient chié sur le moteur Honda, mais à balle, en ayant beaucoup surestimé leur package aéro. Au moins, chez Aston, on sait que c'est pas le cas parce que Newey lui-même, il dit non, on a la 4e, 5e meilleure voiture, pas mieux. Oh, il y a du travail. Mais bref, tout ça m'amène du coup au vrai point de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de taf du côté technique que Newey pourrait prendre ombrage de son rôle exécutif de team principal chez Aston Martin. Dit plus clairement, pour que mon titre ne soit pas clickbait, Adrian Newey pourrait, d'ici très bientôt, ne plus être le team principal Aston Martin. Bon, la rumeur veut qu'actuellement, Newey quitte son poste du coup de team principal. Je vous rappelle qu'il a été mis là un petit peu comme je te pousse, même moi j'ai été surpris, pour retrouver un rôle plus technique. Et faut avouer que, oui, effectivement, c'était peut-être pas le meilleur usage d'un Adrian Newey que de le mettre en team principal, surtout quand t'as Mike Crack sous la main, mais peu importe. J'ai jamais pensé qu'Adrian ferait un mauvais job en tant que team principal. Je pensais plutôt, et je crois que faudrait que je regarde ma vidéo, mais je crois que ce que je dis, c'est qu'il pourrait faire un bon team principal, mais ça devrait pas être à lui de gérer tout l'aspect média, politique, conférence de presse. Parce que c'est un taf à part entière, ça. Et Adrian, il a pas le tisum pour ça. Il voit l'air, ok? Adrian, il doit voir la vie comme genre une simulation CFD. Il serait capable de me dire les propriétés aérodynamiques de ma bouteille Oli. Code Clippy, 10% de réduction. Ah, je vous ai bien baisé. On vous voit ceux qui skippent l'intro. Ah, vous vais mettre sponsor block. C'est un peu court pour être sponsor bloqué, ça. D'ailleurs, à quel point Newey, il est pas bon devant la presse, il est pas fait pour gérer ça. Faut voir la conférence lunaire, je crois que c'était en Australie, où justement il dit que le châssis, il est
top 5, il est capable d'aller en Q3, mais il est excédé, fatigué, en train de se masser les tempes parce que le système audio tombe en panne plusieurs fois. Et selon source crédible britannique, à un moment, il baisse même le micro, je sais pas pourquoi je l'ai fait parce que du coup vous m'entendez plus, il baisse même le micro, et à demi-mot il dit, pas étonnant qu'on ait des emmerdes, on n'est même pas capable de faire fonctionner le système audio. Je paraphrase. Ouais, bah vous savez ce qu'on dit, hein, le foreshadowing est un procédé littéraire par lequel, étonnamment, Newey était pas en Chine. Et j'avais pas calculé plus que ça parce que, oui, on a vu Mike Crack, mais genre dans ma tête c'est normalisé, c'est acté que Mike Crack il fait du Media Duty pour Aston Martin, parce que quand Aston Martin était en forte demande, 2022-23, c'était lui le team principal, tu vois. Mais du coup, non, en fait, c'est pas normal parce que Newey était juste pas là. Ce qui est chelou pour un tout nouveau team principal à peine à pointer de dire, oh, je skip une course, ça me casse les couilles. Même si Aston nous dit, non, c'est normal, c'est pas lié avec le fait qu'on va peut-être du coup le remettre dans un rôle technique, ça n'a rien à voir. Ma théorie, c'est qu'Adrian il s'est rendu compte que voilà, team principal c'est trop de travail. Avant, le rôle de team principal, t'étais team principal, tu vois, t'étais au top. Hein, c'était assez rare, sauf quand t'appartenais à une plus grosse marque, plus corporate, c'était assez rare que le team principal soit pas aussi le gros patron de l'équipe. Mais maintenant, c'est des rôles qui sont subdivisés. Et t'as, par exemple, chez McLaren, ça marche très bien, t'as Stella en team principal, t'as Zak Brown en PDG. Même chose chez Audi, où t'as Binotto qui est genre PDG de l'équipe, et t'as Whitley qui n'est plus, on en parle après, mais qui était team principal. Effectivement, c'est trop de taf pour un seul homme de gérer les deux, l'entreprise et le côté sportif. Le temps des runs de Nice est terminé. Et effectivement, si on parle que du côté sportif, hein, que celui qui exécute pendant les courses, t'as besoin d'un clair leader. Et je dis pas que Newey n'est pas un bon leader, je dis que trancher des décisions stratégiques draconiennes, c'est peut-être pas sa spécialité. En plus, comme chez Aston Martin, on passe son temps à jouer aux chaises musicales avec les teams principaux, effectivement, avoir une vision claire pour le leadership, c'est compliqué, parce qu'on leur laisse pas le temps de bosser. Finalement, c'est un peu le Ferrari british. Ah non, ça c'est Enstone, ça. Aston a besoin de stabilité et de quelqu'un qui soit compétent. Je suis compétent. Et cette stabilité pourrait s'appeler Jonathan Whitley. Incroyable! Comme si j'avais écrit mon script. Bon, Whitley, c'est pas n'importe qui, hein. Il y a longtemps que j'ai pas parlé de lui, mais Whitley faisait partie des cadres de la dernière ère Red Bull. Vous avez eu le plaisir de l'entendre à la radio plusieurs fois en 2021 avec la FIA, à l'époque où on entendait on entendait du coup les directeurs sportifs parler avec merde, Mikey. No, Mikey, no, Mikey, that was so not right. Here comes Lewis Hamilton, though. Le nom que je cherchais, c'était Michael Massey. J'ai coupé au montage, mais il y a vraiment premier degré, 30 secondes où je fais c'est quoi son nom. Et la seule raison pour laquelle je me souviens de son nom, du coup, Mikey, c'est à cause de ça, oui. Et ça va les fans de Mirko, vous m'aimez encore ou pas? Whitley, c'est celui qui allait avec Maxou chez les stewards quand il avait fait une connerie pour défendre leur point de vue. Et c'est quelqu'un qui, quand il a quitté Red Bull pour aller chez Sauber, une équipe Sauber qui, à l'époque, faisait des pit stops d'environ 1h30, a réussi à redresser sportivement une équipe. Et sous sa houlette, ils ont commencé non seulement à exploiter beaucoup mieux leurs forces, mais surtout à compenser leurs faiblesses. Ce qui a mené à une saison 2025 qui était genre quand même plutôt bonne pour une équipe qui aujourd'hui s'appelle Audi et qui avait besoin de monter en puissance et de pas être les derniers au fond de la grille parce que ça l'aurait mal foutu quand même de finir derrière Cadillac, bien que c'est ce que je pensais qu'elle allait arriver quoi qu'il arrive. Mais je me trompe, ça m'arrive. Il y a peu de travail en Formule 1, il y a peu de postes où un homme peut faire la différence. Mais là, l'homme en question, il est directeur sportif. Il a appris sous l'aile d'Horner, qui, on dira ce qu'on veut de lui, d'un point de vue sportif, c'était un énorme compétiteur. Alors, quelle ne fut pas ma surprise quand Audi nous a lâché un communiqué genre « Ah non, c'est de la spéculation qui part et nous on répond pas à la spéculation » et que le tweet que je vois juste au-dessus, c'est breaking. Jonathan Whitley se casse. C'est pas une spéculation. Et il faut que je rappelle mes biais parce que genre après, il y a des gens qui me traitent de suceur pour x, y raison. Je suis fan de Red Bull Racing et Aston Martin. Oui, nous existons. Alors en voyant deux gros noms RBR retravailler ensemble dans l'autre équipe que je soutiens, que à la base j'ai choisi parce que Seb est parti chez eux et parce que genre j'aime bien avoir un midfield hero et du coup c'était eux, je devrais être statique. Mais d'une, c'est pas officiel, tout porte à croire que ça va le devenir bientôt, mais c'est pas officiel. Et de deux, si c'est confirmé, est-ce que l'ambiance chez Aston va être différente de celle chez Audi? Est-ce qu'on va leur laisser le temps de bosser à partir de maintenant aussi? Parce que Papa Stroll, il est ultra impatient, on va pas se mentir. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a énormément de grosses têtes qui se sont succédés en tant que team principal, c'est depuis 2021 quoi. On n'en est pas à 5 pour genre 6 ans.
Oh putain, pire que chez Ferrari en fait. D'ailleurs, le seul qui a eu un impact positif sur la direction et l'exécution de l'équipe, c'était Mike Crack, à qui on n'a pas laissé tant de temps que ça, et qui maintenant travaille encore pour l'équipe, ceci dit. Mais il y a un point commun entre tous les teams principaux Aston jusque-là, c'est qu'ils ont un background en ingénierie. Énorme bisous à tous les viewers qui sont ingénieurs, à tous mes potos qui sont ingénieurs, hein, qui sortent de l'Estaca, tous mes potos avec qui j'ai été au lycée et qui aujourd'hui travaillent sur la NRL. Les ingénieurs sont assez rarement de grands leaders charismatiques. Et je pense qu'effectivement, je choisis mes mots avec soin, j'ai pas envie de créer un problème diplomatique là. La meilleure chance pour Aston Martin, c'est Whitley actuellement. Parce que Whitley, à la base, c'est un mécano. Un mécano qui est devenu chef d'une équipe de mécaniciens, qui ensuite est devenu ce qu'on appelle un motorsport exécutif, qui est un terme parapluie pour plein de tafs différents, est devenu directeur d'équipe, puis directeur sportif. Il a l'expérience, il a les capacités, et à mon avis, il aura envie de faire beaucoup mieux chez Aston, parce que s'il se casse de chez Audi, c'est pas pour le blé. Possible qu'avec Binotto, qui a été team principal avant lui, ça passait pas. Possible aussi que Whitley avait pas le champ libre qu'il voulait avoir, et que l'idée de retravailler avec Newey était suffisant pour quitter Audi, j'allais dire mi-saison, mais dès ce début de saison. Oui, selon moi, c'est un bon move de meilleur gars possible qui était même pas disponible à la base. L'autre choix, ça aurait été Horner qui amène son lot de problèmes. Mais Whitley, il est parfait. Il veut s'occuper des médias pour discuter, genre à la presse. Il est marketable de ouf. Là, regarde-le. Là, tu le veux comme Sugar Daddy, je le sais. Ça va permettre à Newey de rester dans la technique parce qu'il y a du taf. Mais là aussi, il faut laisser à Adrian le temps de bosser. Mais bon, ce que Stroll a l'air de dire, c'est que Adrian, c'est la clé de voûte. Je pense qu'ils vont lui laisser de la marge. De toute façon, c'est complètement dans l'intérêt d'Aston de les laisser bosser parce que là, s'ils sont aussi impatients que Ferrari, ce sera contre-productif. Même s'il faut attendre 2028 pour une victoire Aston Martin, qui je suis, moi, j'ai pas de part d'action là-dedans, mais je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'attendre que ça porte ses fruits parce que si t'as une réaction épidermique à chaque putain de Grand Prix qui passe pas, ça va être contre-productif de fou, ça. Alors officiellement, Whitley se barre pour des raisons personnelles. C'est un euphémisme pour dire parce que Binotto me casse les couilles. Enfin, ça c'est prétendument, on n'est pas sûr. C'est une des théories avancées. Moi là, par contre, je pense, en me basant sur des observations externes et sur mon expérience d'observateur, que Big Equipe Corporate, dont les meneurs de projet ont changé 15 fois et dont il y a des gens qui se sont barrés pour revenir pour rebarrer, qui avaient, avant même que l'équipe ne s'appelle Audi, déjà vendu départ à un fonds d'investissement qatari, reste une Big Equipe Corporate sa mère. Et parce que la Formule 1, c'est différent, c'est particulier, faut pas déconner, décide d'interférer, parce qu'il faut que tout passe par Papa Audi, ce qui ralentit la prise de décision, ralentit l'exécution des changements, et si vous êtes, je sais pas moi par hasard, Jonathan Whitley, et que vous avez l'habitude d'une structure un peu plus laxe à ce niveau-là, parce que bon, Red Bull Racing, ils rendaient pas compte au board exécutif, au board corporate, toutes les deux courses, quoi, ils avaient beaucoup de champ libre, tu m'étonnes que Whitley soit déjà fatigué de l'ambiance chez Audi. Il y a aussi un truc que les gens oublient beaucoup, avec la Formule 1, les gens qui travaillent en Formule 1 en général, et je pense que ça va pour à peu près tous les tafs là-bas, du pilote aux teams principaux, aux mécaniciens, même les gens qui travaillent dans le média, dans la technique, que ce soit les gens qui tiennent les comptes Instagram ou genre les commentateurs, les consultants, tout ce que vous voulez. Ce sont des êtres humains, les gens qui travaillent en Formule 1. Et ce sont des êtres humains avec des familles, avec des attaches, avec une culture qui leur est propre. Et parfois, c'est extrêmement dur, c'est même tout le temps extrêmement dur de s'expatrier pour le travail. Alors, je connais des gens pour qui ça se passe très bien. Moi, par exemple, je suis réunionnais à la base. J'ai passé les 18 premières années de ma vie là-bas. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et après 10 ans en métropole, une expérience qui était très positive pour moi, parce que je pense que j'aurais eu du mal à m'épanouir en restant sur l'île, il y a quand même pas mal de trucs qui me rappellent là-bas ces derniers temps, tu vois. C'est toujours dur, quoi qu'il arrive, psychologiquement, mentalement, de quitter le nid pour s'expatrier pour le taf, quoi. Alors, imaginez si vous êtes Jonathan Whitley et que vous devez vous expatrier en Suisse pour le travail. C'est-à-dire que vous n'avez même plus ce luxe de rentrer à votre port d'attache, à votre chez vous, en Grande-Bretagne. Vous voyagez déjà beaucoup. Vous savez que travailler pour Audi / Sauber, bref, en Suisse, c'est une phase de votre vie. Donc vous êtes là temporairement. Vous n'allez pas déménager toute votre famille. Peut-être pas. Vous allez vivre dans un appart quelque part qui va sûrement être un downgrade par rapport à la vie que vous avez construite là où vous pensez rester toute votre vie. Donc sûrement une maison en Grande-Bretagne, ce qui est
ma foi, coquet. Donc c'est pas aussi confortable que chez vous. Vous êtes loin de vos proches, de votre famille, vous avez pas envie de voyager plus, donc vous les faites voyager pour qu'ils viennent à vous. C'est chiant pour eux aussi. C'est beaucoup d'argent qui se désintègre et c'est exactement la raison pour laquelle j'étais persuadé qu'Adrian Newey n'irait pas travailler pour Ferrari. Il faut pas sous-estimer le côté humain des gens qui taffent en Formule 1. Il faut pas sous-estimer l'humain tout court, son infinie capacité à être irrationnel, imparfait, capricieux. C'est ça qui nous rend beau. Du reste, pour Audi, il n'y a pas 1 milliard de solutions. Hein. À mon avis, c'est Binala qui va assurer l'intérim, mais il faudra trouver un remplaçant. Et ça tombe bien parce qu'on a Christian Horner qui est toujours sur le marché, qui essaye de rentrer, là, il gratte à toutes les portes. Et si Audi veut pas de lui, ce qui peut se comprendre pour plein de raisons, notamment parce que son image est pas au beau fixe, j'ai cru lire sur Next Gen Auto que Alan McNish était éventuellement, la rumeur voudrait qu'il fait partie des noms évoqués justement pour prendre la place à Whitley, ce qui pourrait être un feat, ma foi, intéressant. Bon, en tout cas, ça la fout mal pour Audi et ça met en lumière un peu plus un problème relativement peu connu en Formule 1, c'est celui de la géographie. Parce que si vous prenez dans leur globalité les équipes qui ont connu le succès en Formule 1, là, il faut que je remonte à 2008 pour avoir autre chose qu'une équipe basée en Grande-Bretagne. Parce que Fefe est champion constructeur 2008, si je ne m'abuse. Si t'enlèves Ferrari de l'équation... Oh putain, Matra, encore Stewart roulait encore pour eux, 68-69. Attends. Oh la vache, 69. Matra, Stewart. Vous vous rendez compte ? Et là, je vais approfondir la recherche après le tournage et tu vas voir que en fait, Matra à l'époque, ils étaient basés à Babelwed ou je sais pas où. Salut, c'est Clippy du montage pour vous dire que Matra n'était pas basé à Babelwed mais à Vélizy-Villacoublay en région parisienne. Le problème, c'est que là, je vous parle du constructeur et que le titre champion du monde en 69, en fait, c'est sur des Matra MS80 exploités par Tyrrell sous le nom de Matra International. Le truc, c'est que Matra, en France, voulait mettre le V12 Matra dans la voiture. Sauf que Ken Tyrrell, lui, voulait pas. Donc la Matra qui sera championne du monde, en fait, elle l'exploite Cosworth DFV. Donc pour faire clair, c'était un châssis français avec un moteur anglais et une équipe anglaise qui ont propulsé un Écossais champion du monde. Voilà. Donc même si d'un point de vue constructeur châssis, Matra est le seul constructeur châssis français champion du monde, genre tout était exploité par une équipe britannique et le moteur était britannique et c'est compliqué et j'ai envie de me tirer une balle. Et après ça se comprend parce que genre même en 2008 et déjà en 2008 le sport était 1000 fois moins compliqué que maintenant et Ferrari avait déjà du mal à convaincre les ingés à venir en Italie. Outre la barrière de la langue, celle de la culture, le décalage horaire, le fait qu'il soit loin des tiens. Dans tous les cas, c'est compliqué avec tout ça de fournir un environnement de travail dans lequel tu peux t'épanouir. Généralement, un environnement de travail dans lequel tu t'épanouis pas, ça mène à un travail un peu bâclé, un peu mal fait, ou en tout cas, t'es pas à 100% dans tes capacités. Bref, je vous apprends rien. Bon, Audi, un peu comme Cadillac d'ailleurs, ils ont essayé de corriger ça en ayant un pôle technique au Royaume-Uni. Mais ça suffit pas, parce que Audi reste basé sur Sauber, qui a été une écurie suisse. Et donc l'usine est en Suisse. Et pour en revenir à Whitley, il aura très certainement une période de gardening leave lui aussi. Sûrement moins que celle pour le taf... Quoique, j'allais dire qu'il allait avoir une gardening leave moins vénère que quelqu'un qui travaillerait dans le staff technique, genre un Newey ou un Waché ou qui tu veux. Mais je vois pas pourquoi le gros board corporate ferait cette fleur-là en sachant que ça le rendrait disponible pour aller chez Aston tout de suite. Après, je dis ça, mais on n'a pas le contrat de Whitley sous les yeux. Si ça se trouve, il avait une clause de sortie, genre un truc qui marchait giga bien. Je vais pas spéculer là-dessus. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce que vous pensez que Jonathan Whitley est l'homme de la situation, celui qui va genre vraiment inverser la vapeur chez Aston Martin ? Pensez qu'on va lui laisser le temps de bosser ? Pensez que Horner va revenir chez Audi ? Pensez que Horner chez Audi, ça garantit un titre à Audi ? Putain, que c'est excitant. Et c'est aussi un autre argument pour attirer Verstappen chez Aston Martin, si Honda arrive à corriger leur moteur de con. Même si je reste persuadé que à l'issue de cette saison, Max il se casse. Il s'amuse trop en NLS pour... il s'amuse trop en NLS pour pouvoir revenir, tu vois. Aux grandes dames de ceux qui veulent fermer la porte, que non, pas besoin de lui en GT3 parce que ça amène les fans d'autres sports en faux gatekeepé. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Clippy Clip, vous me suivez absolument partout sauf dans la rue. Consommez Oli Energy, on déménage, on a besoin de blé. Et nous sur Twitch, Twitter, Instagram, partout, il y a le Discord qui est genre première position dans la description. Cette vidéo sortira sûrement mardi parce que là on est déjà lundi, il est déjà relativement tard dans la journée et je suis carbo, mais vrai carbo, avec du guanciale, pas avec des lardons. Bref, c'était Clippy Clip, j'ai du taf, bisous.